Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce live Twitch. Donc aujourd'hui, nous quitterons la Terre et partirons à la découverte du système solaire. Donc nous allons ensemble, au cours de ce live, nous plonger dans les coulisses des missions spatiales et des retours d'échantillons prélevés sur des corps extraterrestres. L'objectif, mieux comprendre l'histoire et l'évolution de notre système solaire. Donc cette table ronde est organisée dans le cadre du MOOC Notre Planète, que vous pouvez suivre en ce moment même sur la plateforme FunMOOC, et vous trouverez un lien qui est disponible dans la description de la chaîne. Donc c'est une formation en ligne gratuite qui permet d'acquérir des connaissances sur l'histoire géologique de notre planète, et elle s'adresse à toute personne non spécialiste intéressée par le sujet, et ce à partir du niveau collège. Donc c'est une formation qui est adaptée parfaitement à tous les niveaux. Donc nous sommes ici en présence de l'équipe pédagogique. Donc je vais commencer par Alexandre Fournier, qui est professeur de géophysique à l'Université Paris-Cité, chercheur à l'Institut de physique de Paris, qui est le porteur du projet du MOOC. Bonjour à toutes et tous. Ensuite, nous avons Pierre-Olivier Foucault, qui est membre de l'équipe communication de l'Institut et qui s'occupe de la technique. Ensuite, nous avons en modération Louise Levaguerès et Nathan Assé, qui sont tous deux docteurs en sciences de la Terre et de l'environnement et qui assurent à distance. Et nos intervenants d'aujourd'hui sont Sébastien Charloz, professeur d'astrophysique à l'Université de Paris-Cité. Bonjour. Frédéric Moignet, qui est professeur de cosmochimie, oui, également à l'Université de Paris-Cité. Bonjour. Et Guillaume Alice, qui est chargé de recherche CNRS, spécialiste des atmosphères planétaires. Bonsoir. Alors, je m'occuperai de l'animation de ce live ce soir. Donc, je suis Lorraine Delarocque, donc doctorante dans l'équipe de paléontologie et de sciences spatiales de l'Institut, et je travaille sur la mission Dragonfly, qui fait partie des missions à venir et dont l'envoi vers Titan est prévu pour 2027, et dont l'objectif principal est d'explorer l'habitabilité du satellite. Donc je travaille plutôt sur le côté de la préparation, le côté sismologie, puisque la mission prévoit d'emporter un sismomètre afin de pouvoir voir à quoi ressemble l'intérieur du plus grand satellite de Saturne, qui est si particulier. Donc en termes d'organisation pour le live de ce soir, nous traiterons d'abord sur la préparation des missions spatiales. Donc on va faire vraiment un focus sur les missions avec retour d'échantillons. Mais on peut quand même ponctuellement parler des missions spatiales de manière générale. On discutera ensuite des analyses des échantillons qui ont été prélevés et ensuite ramenés sur Terre, avant de terminer par un point sur les prochaines missions, donc le futur. Quelles sont les prochaines missions envisagées? Donc un dernier petit mot avant de démarrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer sur les prochains lives et vidéos en rapport avec les sciences de la Terre et les missions, l'exploration spatiale, etc., mais qui sont en lien avec l'activité de l'Institut de physique du globe de Paris, et à poser des questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre à un maximum. Donc c'est parti, commençons. Alors, lorsqu'on parle de mission spatiale, on pense souvent à une fusée qui décolle. C'est un moment qui est assez magique lorsqu'on regarde ça à travers nos écrans, et encore plus si on a la chance de pouvoir observer ça en vrai. Mais avant d'en arriver là, il se passe quand même beaucoup de choses. Donc concrètement, comment une mission voit le jour? Donc on peut se poser cette question de manière légitime. Comment prépare-t-on une mission spatiale en France et dans le monde? Donc ça, c'est les premières questions pour nos intervenants. Donc donc en fait, quand une mission spatiale décolle, il faut bien voir que en général, même toujours, c'est le résultat d'un très long processus qui a commencé bien avant. On pourrait dire que presque 50% du travail est fait le jour même où la mission décolle, parce qu'il faut savoir qu'une mission spatiale, ça se prévoit très longtemps à l'avance. Donc déjà, moi je peux vous parler très rapidement de l'expérience, pour vous donner un exemple concret dans laquelle moi j'étais. Moi j'étais co-AI du système de caméra à bord de la mission Cassini. Et donc la mission Cassini a décollé en 1997, mais il faut savoir que les premières discussions sur la mission Cassini ont commencé dès 1982. Parce que quand les missions Voyager 1 puis Voyager 2 sont passées au voisinage de Saturne, est née dans la communauté scientifique l'idée de revenir autour de Saturne, mais avec une mission dédiée, parce qu'elles n'ont fait qu'un passage. On est passé à la vitesse de 30 km par seconde autour de Saturne, et donc la rencontre n'a duré que quelques jours. Donc dès 1982, on commence à réfléchir, et ensuite, à peu près aux alentours de 1985, il y a ce qu'on appelle des appels à projets, des appels à mission spatiale.
Et donc là, ce que font les agences, en tout cas ce que font l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ou la NASA, l'Agence spatiale américaine, c'est qu'elles ouvrent des appels à projets, des appels à idées, dans lesquels les chercheurs vont commencer à proposer des projets de mission spatiale. Donc ce sont des appels compétitifs. Donc après quelques années, il y a une première phase de présélection. On va déjà sélectionner des projets de mission spatiale. Une fois qu'on a sélectionné quelques projets de mission spatiale, ensuite il y a des études de faisabilité. Et ensuite, il y a ensuite une évaluation qui est encore faite, donc faite à chaque fois. À chaque fois, c'est des années de travail entre chaque phase d'évaluation pour à la fin ne choisir plus qu'une seule mission spatiale. Mais là, on pourrait dire que là, finalement, c'est la fête, on a fini, la mission est sélectionnée, elle va partir. Pas du tout, parce que maintenant, après, il faut choisir les instruments qui vont dans la mission spatiale. Et il y a encore un autre appel à projet qui est proposé. Et donc, pour chaque instrument, il y a des appels à projets qui sont sélectionnés, et des équipes scientifiques vont proposer des instruments. Donc, faut savoir c'est un processus qui est extrêmement sélectif, et donc appel à projet, on sélectionne déjà le projet, puis les instruments, puis les différentes caractéristiques, puis les équipes scientifiques, et tout ce processus, en fonction de la taille de la mission, peut prendre entre 5-6 ans pour les petites missions relativement rapides, par exemple la mission MMX, c'est une mission japonaise, ou peut prendre presque 20 ans quand vous pensez à Cassini, pas 20 ans, mais plutôt une quinzaine d'années. La mission Cassini, tout ce processus a pris quasiment une quinzaine d'années. Donc en fait, la mission décolle, mais vous avez déjà quasiment presque plus de 10 ans de travail derrière qui ont déjà été investis. Voilà. Donc le jour où la mission décolle, je peux vous garantir que la plupart des équipes scientifiques, ça fait déjà très longtemps qu'elles travaillent dans la mission, et c'est un beau cadeau, et en fait c'est seulement à ce moment-là que l'aventure scientifique commence. D'accord. Donc on a compris donc que les missions spatiales sont de grandes aventures qui durent longtemps, mais qui sont rarement faites en solo. Donc la question suivante, c'est comment se construit une collaboration internationale durant une mission spatiale ? Alors la mission internationale, les collaborations internationales en général, elles se font dès le début. C'est-à-dire que par exemple, l'Agence spatiale européenne veut par exemple équiper telle mission, donc elle va dire, moi je sais pas, on veut aller étudier telle planète, par exemple Jupiter ou par exemple Mars, et donc dans le cas de telle mission, on voudrait tel et tel instrument, donc peut-être une caméra, un spectromètre, voilà. Bon. Ensuite, les scientifiques vont s'assembler en consortium, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle un PI, donc un Principal Investigator, qui lui va piloter le projet par exemple d'un instrument, d'une caméra. Et il va devoir constituer autour de lui une équipe internationale qui apporte toutes les compétences pour construire l'instrument. Donc ça peut être non seulement des scientifiques, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir faire l'exploitation scientifique des données, mais aussi des équipes d'ingénieurs. Parce que par exemple, tel pays va fournir une optique, tel pays va fournir une électronique. Par exemple, moi je sais que quand je travaillais au commissariat à l'énergie atomique, il y a une très grande spécialité en infrarouge, par exemple au CEA. Donc par exemple, on avait les matrices CCD, ou parfois sur des choses où on était moins spécialiste, on fournissait par l'électronique d'acquisition. C'était aussi des spécialités françaises. Voilà. Donc vous construisez comme ça un consortium où vous êtes sûr de rassembler et les équipes non seulement techniques, mais aussi les équipes scientifiques. Et dès le début, quand vous proposez l'instrument, votre équipe est déjà définie, en réalité. Vous avez déjà la liste du PI et de tous les COI. Et ensuite, au cours de la vie de la mission, parce que bien entendu, ces missions peuvent durer des années, ces équipes vont évoluer. Donc les COI vont faire entrer leurs étudiants, le PI peut parfois changer de projet, et puis ça c'est une spécialité, c'est une spécificité en astrophysique, c'est que la durée de ces missions est telle, c'est que souvent ça va s'étaler sur plusieurs générations. Par exemple, dans Cassini, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les survivants de la mission Cassini, ce sont des gens qui sont arrivés en sciences en plein milieu de la mission. Voilà. Donc souvent, vous avez les directeurs de thèse qui vont commencer à entrer dans les missions et qui vont en fait passer le flambeau souvent à leurs étudiants en thèse, qui plus tard souvent vont avoir des postes ou pas. Et donc en fait, ce sont aussi des missions multigénérationnelles. Ça, c'est peut-être un peu moins vrai sur les retours d'échantillons, qui sont des missions un peu rapides, parce qu'on ne peut pas aller très très loin, on va dans le système solaire interne, mais c'est surtout vrai pour les missions vers le système solaire externe, où les durées de mission se comptent en plus de 10 ans, typiquement. Voilà. Après, il faut qu'elles reviennent sur les missions de retour d'échantillons. Tu as la partie retour en plus, qui fait que la mission peut durer plus longtemps. Voilà, la mission peut durer plus longtemps, mais on n'a pas, par exemple, 10 ans de voyage. Oui, bien sûr, c'est pas New Horizon qui est allé... New Horizon, c'est le cas extrême, c'est sûr, mais par exemple, après ça dépend, parce qu'il y a deux profils de mission. Soit tu veux t'approcher d'une planète ou d'un objet, et dans ce cas-là, tu veux l'étudier en détail, et dans ce cas-là, tu es obligé de t'approcher à faible vitesse. Et ça double ou ça triple durée des missions, parce qu'on ne peut pas arriver à 20 km par seconde. Okay, ça, voilà. Ou sinon, soit tu as la mission, c'est juste une rencontre, tu passes à côté, et ça, par contre, tu peux faire des missions très rapides. Et par exemple, c'était le cas de New Horizon, où c'était extraordinaire. On est arrivé à Pluton en 15 ans,
Alors que Cassini pourrait arriver a pris la même durée, mais juste pour aller à Saturne. Mais parce que le profil de mission était totalement différent. D'accord. Donc pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez par rapport aux instruments, donc comment choisit-on le type d'instrument qui sera emporté lors d'une mission spatiale ? Alors le type d'instrument, on peut peut-être faire tourner un petit peu. Tu connais bien ça. D'accord, ok. Ça dépend. Ça va dépendre des missions et donc du but de la mission. Il va y avoir comme a dit tout à l'heure Sébastien, il va y avoir des appels internationaux. C'est ça aussi, c'est ça une aventure internationale. C'est que quel que soit, je pense, l'agence spatiale, que ce soit la NASA, la JAXA, et puis aussi l'agence chinoise avec la CNSA et puis l'Europe, tous les instruments sont généralement, ou une partie des instruments en tout cas, sont mises, c'est un appel international. C'est-à-dire que les Français peuvent répondre à des missions NASA. Et donc, pour le but de la mission, il va y avoir au niveau du PI, donc l'investigateur principal, le responsable de la mission, et son équipe vont décider de ce qu'il faut pour répondre au but de la mission, quel type d'instrument il va falloir. Et donc, c'est à partir de là, ce qu'il faut, comme le disait Sébastien, une caméra, un spectromètre Raman, un spectromètre de masse, si on veut aller voir Vénus, par exemple, et Guillaume connaît bien parce qu'il monte actuellement une mission pour aller échantillonner Vénus. Quel type d'instrument, et ensuite, a priori, avec un appel d'offres, choisir le meilleur instrument qui rentre dans le budget, qui va entrer dans le budget de la mission. Guillaume, vas-y, tu peux... Oui, ce que je peux rajouter, c'est que ça dépend aussi du profil de mission. C'est, par exemple, là récemment, il y a eu un appel à projet de l'Agence spatiale européenne pour des missions de type rapide. Donc on y reviendra peut-être plus tard, mais nous, on propose une mission de retour d'échantillon. Mais ce qui est intéressant dans ce design de mission, comme elles sont rapides, ils veulent des technologies qui sont déjà matures. Qu'on appelle sur-étagère, c'est-à-dire qu'on prend l'instrument qui existe déjà, on le met dans la mission et la mission part. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des contraintes technologiques. Il y a des missions qu'on appelle les missions flagship, donc principales, où là il y a du gros temps de développement, donc on peut créer des nouveaux instruments, il va y avoir du financement, etc. Donc là, pour répondre à la question scientifique, on va créer un nouvel instrument de toutes pièces et le développer, ce qui prend des années, comme le décrivait Sébastien. Et d'autres missions type rapide, où on dit, bah non, c'est une mission, on va faire de l'imagerie sur Mars, par exemple, et ben on va prendre une caméra qui est déjà disponible, la modifier juste un petit peu, et la mettre sur cette mission. Donc en fait, le choix des instruments dépend de la science qu'on veut faire, comme on le disait, mais aussi du profil de mission qu'on envisage, et des contraintes budgétaires, technologiques et de timing. Il y a aussi des contraintes aussi techniques, c'est-à-dire que la mission a un poids, et donc chaque instrument en général a un poids qui est très limité, qui peut être parfois de l'ordre de 1 kg ou 2 kg, et aussi des contraintes énergétiques. Parce qu'en fonction de la source d'énergie dans la mission, c'est pas pareil si vous avez des panneaux solaires, que vous allez près du soleil vers Vénus, ou si vous avez des générateurs radioisotopiques pour aller dans le système externe profond. Et donc ça aussi, ça fait que vous avez des très très grosses contraintes en termes de poids, de taille et de consommation énergétique sur les instruments. D'accord. Donc, je tiens à rappeler donc, aux personnes qui nous suivent sur le live Twitch que si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Donc, moi, j'en aurais une qui est assez intéressante, car c'est un sujet qui a plus que d'actualité, c'est est-ce que vous pourrez faire un point sur l'impact environnemental de la mission spatiale, de la conception jusqu'au lancement ? Alors, oui, je peux apporter quelques éléments de réponse sur le sujet. Alors, c'est très compliqué à faire, c'est-à-dire si on prend une mission comme Cassini, par exemple, avec des dizaines d'années de développement et de travaux, bah, il y a eu des thèses, il y a eu des manips de laboratoire qui ont été faites. Donc, si on voulait faire, par exemple, un bilan carbone de la mission totale, c'est très très compliqué à faire, parce qu'en fait, il y a eu plein d'activités autour. Par contre, ce dont on peut parler aujourd'hui, c'est par exemple un lancement de mission. Si on fait un lancement, on prend une fusée qui existe déjà comme Ariane 5 par exemple, on fait un lancement pour envoyer un instrument dans l'espace, un satellite par exemple d'observation de la Terre ou ce genre de choses. Qu'est-ce que ça représente en coût carbone ? Donc j'ai regardé un petit peu les chiffres et en fait ça représente un aller-retour Paris-New York en A320 avec Air France. 400 passagers qui fait un aller-retour Paris-New York. Donc ça, j'étais surpris par ces chiffres moi-même, je les connaissais pas, et c'est vrai que ça veut dire que c'est un impact qui n'est pas non négligeable. C'est-à-dire si on peut éviter de faire des allers-retours Paris-New York, c'est peut-être bon pour la planète. Mais par contre, le retour scientifique de ces missions est exceptionnel. Donc il vaut mieux lancer cette mission que moi d'aller faire une conférence une fois Paris-New York. Si je peux ne pas faire cet aller-retour en avion et plutôt lancer une mission spatiale, ça paraît plutôt bénéfique.
Mais il y a un impact donc sur le budget en carbone. Et après, il y a un autre impact environnemental lié au combustible de fusée ou ce genre de choses. Et ça, les agences spatiales, notamment l'agence spatiale française, donc le Centre national d'études spatiales, le CNES, est vraiment sensible à ces aspects-là. C'est-à-dire que quand on fait un design de mission, comme ce qu'on est en train de faire pour le cas de Vénus, on regarde le type de carburant qu'on peut utiliser. Est-ce que ces carburants sont polluants ou non? Si on peut éviter d'utiliser un carburant polluant, on va le prendre. Si on ne peut pas, il faut le justifier. Il faut demander des autorisations spéciales, justifier pourquoi on ne peut pas utiliser d'autres carburants. Donc il y a vraiment en fait depuis quelques années une avancée sur le sujet pour éviter de polluer aussi l'espace avec des débris, ce genre de choses. On n'a pas le droit d'envoyer une mission et d'avoir des débris dans l'espace qui peuvent être dangereux pour les satellites ou pour d'autres activités. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de sensibilisation à ce sujet. Moi, je me pose la question, là, donc tu dis que en France, on est particulièrement attentif à cet aspect pollution. Et est-ce qu'il y a une charte internationale liée aux missions spatiales qui fait que tous les pays suivent la même charte, ou est-ce qu'il y a des variations d'un pays à l'autre? Alors, il y a donc il y a des règles internationales, mais je suis pas sûr qu'elles soient contraignantes, mais il y a un peu un gentleman agreement entre les différents pays, notamment pour les débris, parce que n'importe quel lancement a potentiellement un impact sur des satellites, mais que ce soit des satellites européens, chinois, américains. Donc il y a une prise de conscience internationale que en fait tout le monde se doit de faire le plus attention possible, parce que une fusée française qui décollerait peut impacter des satellites américains, mais aussi des satellites français. Donc c'est un peu des bonnes pratiques qui commencent à se construire au fur et à mesure. Et il y a aussi des startups. Il y a une startup française, je sais qu'il y a une startup américaine pour aller dépolluer l'espace avec des missions et robotiques qui permettent d'enlever des débris ou de changer l'orbite de vieux satellites pour éviter qu'ils produisent trop de débris aux endroits les plus sensibles. Donc il y a aussi beaucoup d'activités sur ces thématiques-là. D'accord. Après, il y a des nouvelles agences spatiales. Enfin, comme on a eu longtemps une domination quand même de l'agence spatiale américaine et européenne, donc il y a des bonnes pratiques aussi avec les Chinois, je pense, à l'agence chinoise, mais on est qu'au début, donc il va y avoir de plus en plus de missions spatiales qui vont partir d'Asie, de Chine, d'Inde ou d'ailleurs, et donc et là on parle de dépolluer près de la Terre, mais quelles sont les règles? Je sais pas, je connais pas les règles sur laisser des débris sur la Lune ou sur d'autres corps. Est-ce qu'il y a des règles internationales là-dessus? Alors, je suis pas certain. Non, je crois pas. Il y a des règles de contamination. Donc ça, c'est le COSPAR qui s'en charge. C'est un comité international pour la protection des planètes, donc de la Terre, mais aussi des autres corps planétaires. Mais les règles, en fait, sont révisées de manière... alors, je pense qu'ils doivent se réunir tous les 2 ou 3 ans pour discuter de certaines règles. Mais c'est surtout en lien avec l'habitabilité des planètes. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que Mars a pu être habitable, ce qui est le cas. Et donc, si on envoie quelque chose sur Mars, un robot par exemple, il faut entièrement le stériliser pour ne pas contaminer Mars et justement avoir des faux positifs si jamais on ramène des échantillons, ce genre de choses. Donc, il y a aussi la question se pose aussi sur les fins de vie des missions d'exploration. Ouais, tout à fait, ouais. On ne peut pas abandonner une sonde comme ça, au hasard, dans un environnement où on pense qu'il y a potentiellement des sites d'habitabilité. Le problème s'était posé pour la mission Cassini, par exemple, où s'était posé la question de laisser Cassini en orbite autour de Saturne. Donc ça, c'était en 2017. Et comme il y a plusieurs satellites dont on pense qu'ils ont en fait, on pense que presque tous les satellites de Saturne en fait ont des océans souterrains. Là, on n'en a aucune idée. Ça peut être des lieux d'habitabilité, Titan compris, hein, pas les Titans. Donc finalement, la solution qui a été trouvée, ça a été en fait de détruire la sonde, et en fait, elle a été précipitée dans l'atmosphère de Saturne parce qu'on pensait que c'était l'endroit le moins gênant. Le gros problème de Cassini, c'est que Cassini n'avait pas de panneaux solaires. Cassini avait des générateurs radioisotopiques avec des cartouches de plutonium. Donc, ce qui est très mauvais pour l'habitabilité, voilà. Et donc, il a été décidé de détruire Cassini dans l'atmosphère de Saturne, voilà. Mais le problème se pose avec toutes les missions spatiales qui sont surtout dans le système solaire externe où il y a beaucoup de satellites glacés, voilà. Parce qu'en fait, paradoxalement, c'est peut-être parmi les plus grands habitats qu'on pourrait potentiellement avoir, on n'en a aucune idée, sont peut-être dans le système solaire externe, voilà. D'accord. Donc autant les préserver. Justement, par rapport, pour revenir au cycle de vie de ces missions spatiales, est-ce que vous pouvez parler un petit peu sur le devenir des sondes et des rovers à la fin des missions ?
Tu peux revenir là-dessus, mais c'est un peu ce que tu... C'est un peu ce qu'on disait, oui, voilà, c'est que à la fin, autant que faire se peut, on essaie de les éliminer, voilà, et puis les rovers, donc... Non, les rovers martiens... les rovers martiens, ils sont là, et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont un problème d'électricité à la fin, parce que leurs panneaux solaires se recouvrent de poussière. Bon, après aussi, il faut voir aussi que toutes les missions spatiales ont des budgets limités aussi. C'est pas parce que la machine peut encore marcher qu'on va l'utiliser. Il y a un moment où les ingénieurs sont redéployés sur d'autres missions spatiales. Il y a des missions spatiales, on les arrête, pas parce qu'elles ne marchent plus, mais parce que tout simplement, il a été décidé qu'on arrêtait de financer les contrats des gens qui faisaient les opérations. Voilà quoi. Nous, les scientifiques, on aimerait bien pouvoir se mettre en contact avec tel instrument ou tel instrument sur telle mission, mais simplement, il y a un coût d'opération pour chaque mission spatiale, c'est des ingénieurs à embaucher, c'est des gens à faire travailler, et à un moment, les budgets s'arrêtent. Et à ce moment-là, il faut aussi arrêter la mission. Voilà. La mission a un temps donné, donc quand le temps donné, généralement, on peut la prolonger, mais il faut bien que les ingénieurs, que ce soit CNES, NASA, japonais, de la JAXA, travaillent sur d'autres missions. Voilà. Mais le devenir de ces, contrairement à Cassini, où on a pu détruire la sonde, que ce soit sur Apollo, tout le matériel qui a été mené sur la Lune à travers les différentes missions Apollo, ou j'imagine les rovers indiens qui sont allés récemment aux Chinois, tous ces rovers-là seront sur la Lune, vont rester sur la Lune. Donc, c'est pas les mêmes, on ne peut pas exactement appliquer les mêmes contraintes sur tous les corps. D'accord. Sur toutes les missions. Et donc là, la question que je me posais, justement, par exemple, la mission Dragonfly qui aura lieu sur Titan, vu que ce sera un robot qui explorera la surface, il restera également sur place. Est-ce qu'on a pensé également au devenir de Dragonfly à la fin de la mission? Alors moi, on ne connaît pas la réponse, mais j'imagine. Je pense qu'il n'y a pas de moyen de le détruire, Dragonfly. Il restera sur place. Je pense que c'est dans le même cadre que pour les rovers sur Mars comme Curiosity ou Perseverance, c'est-à-dire que si on ne sait pas quoi faire et que ça pose un problème d'habitabilité et de contamination potentielle, en fait, ces rovers, ils sont entièrement décontaminés avant le décollage. Oui. Donc, ils sont envoyés complètement stériles. Donc, oui, certes, c'est une forme de pollution, entre guillemets, mais il n'y a pas de charge bactérienne, etc. Ils sont entièrement stérilisés et avec beaucoup de procédures de vérification pour être sûr que quoi que la mission fasse, une fois qu'elle s'arrête, on a juste, alors pour Dragonfly, on a juste le Dragonfly qui se pose à la surface et qui s'arrête. Sur Dragonfly, il y a un RTG sur Dragonfly, non? Oui. Voilà. Donc il y aura quand même une cartouche de plutonium qui sera laissée sur place quand même. Peut-être expliquer ce qu'est un RTG. Alors voilà, donc ça c'est un système d'alimentation électrique qui est utilisé dans l'exploration du système solaire quand on est loin du soleil, c'est-à-dire où les panneaux solaires sont plus suffisamment efficaces pour alimenter la sonde en électricité. Donc c'est typiquement quelque chose qu'on n'utilise pas dans l'exploration du système solaire interne, parce que dans le système solaire interne, le flux solaire est suffisant pour alimenter électriquement les panneaux solaires. Donc c'est une barre de plutonium, donc le plutonium se désintègre, et il y a un système à l'intérieur qui convertit la chaleur générée par la désintégration radioactive en électricité. Voilà. Donc c'est un objet qui doit faire à peu près 1 mètre de haut, typiquement, qu'on peut poser sur une table, et cet objet génère par lui-même tout seul de l'électricité. Voilà. Donc typiquement, on peut atteindre des puissances de 50 watts, un peu moins de 100 watts, et l'avantage, c'est que ça dure très longtemps. Donc, par exemple, les missions Voyager qui ont été envoyées dans les années 70, elles ont encore de l'électricité. Donc ça fait 60 ans maintenant, dans 50-60 ans qu'elles sont parties. Elles ont encore de l'électricité grâce à ce dispositif. Voilà. Et donc ça, pour revenir sur la question de pollution et de danger des missions spatiales, si une mission spatiale est équipée en fait c'est des réacteurs nucléaires, donc d'un réacteur nucléaire, et ben ça apporte des énormes contraintes en termes de lancement, parce qu'on peut pas lancer depuis la Terre un réacteur nucléaire comme ça dans l'espace sans avoir des très fortes contraintes de la trajectoire de la fusée pour être sûr qu'elle passe pas au-dessus d'habitation si jamais la fusée se désintègre au décollage, etc. Donc c'est une grosse contrainte dès le design de la mission. Et si on a des panneaux solaires, ça rend les choses beaucoup plus faciles. D'accord. Ok, très bien. Donc maintenant, après avoir vu comment se construisent les missions spatiales, on va se concentrer vraiment sur les missions avec retour d'échantillons et ce qu'elles nous rapportent. Parce que du coup, pour ce type de mission, c'est ce qui est vraiment important, c'est ce qu'elles peuvent nous rapporter. Donc ces échantillons qui sont parfois minuscules en disent très long sur le système solaire. Donc voilà, donc la première question c'est qu'est-ce que ces échantillons ont à nous dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre
sur le corps planétaire, sur le système solaire de manière générale. Et donc, les échantillons qui sont collectés lors de ces missions spatiales, donc par exemple la Lune, Hayabusa 1 et 2. Donc voilà la première question. Je commence ? Oui. Donc, comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs missions spatiales qui ont ramené des échantillons donc, de corps du système solaire. Et les questions scientifiques derrière ces échantillons vont être très différentes. Si on parle d'échantillons de la Lune, donc les premières missions qui ont été faites étaient les missions Apollo, ou des échantillons, donc vous avez mentionné la mission Hayabusa 1 et 2, on peut aussi mentionner OSIRIS-REx, qui est une mission américaine de la NASA, qui sont des retours d'astéroïdes. Donc, dans le cas de la Lune, les missions Apollo ont révolutionné complètement notre connaissance de la Lune. On a eu pour la première fois des échantillons qui provenaient donc d'un corps différent de la Terre, et on a pu comprendre de quoi la Lune était formée, et à partir de là, comment la Lune s'est formée. Et tous les scénarios donc, sur lesquels, par exemple, Sébastien, vous travaillez beaucoup sur la modélisation de comment on forme la Lune, beaucoup de ces informations qu'on peut injecter dans ces modèles proviennent des connaissances qu'on a obtenues sur ces échantillons dès les années 70, fin des années 1969. Donc la Lune, voilà, là on a révolutionné vraiment notre compréhension de la Lune. Si on parle d'astéroïdes, qu'est-ce que c'est qu'un astéroïde ? Les astéroïdes, ça va être, on peut imaginer ça comme des petites planètes, c'est les premières petites planètes à se former dans le système solaire. Et donc ce retour d'échantillons d'astéroïdes, par exemple donc des missions japonaises à Hayabusa, nous renseigne sur les premiers instants du système solaire. C'est-à-dire comment les premières poussières se sont formées dans le système solaire, comment ces toutes petites planètes vont s'accréter, c'est ça qui plus tard va former les matériaux qui vont former la Terre. Et donc là, on a vraiment des informations, on a des questions scientifiques qui sont très différentes. Et on a même, à l'intérieur de ces astéroïdes, on peut observer ce qu'on appelle des grains présolaires, c'est-à-dire du matériel qui est plus ancien que le système solaire. Et donc là, on peut avoir des informations sur les étoiles qui étaient aux alentours du nuage qui va ensuite former le système solaire. Donc là, on a des questions scientifiques qui sont assez larges. Et si on parlera tout à l'heure du futur, on va parler de Mars. Le jour où on aura des échantillons, ce qui va être le facteur pour aller ramener des échantillons martiens, c'est aussi la question de est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans le système solaire, est-ce qu'il y a pu y avoir de la vie sur Mars, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars. Donc là, c'est encore un autre type de question sur l'origine de la vie dans le système solaire. Donc, vous voyez, donc les questions peuvent être très, très variées et qui vont donc des premiers instants du système solaire jusqu'à l'origine de la Terre et peut-être des atmosphères, si on parle d'échantillons d'atmosphère de gaz. Ouais. Oui, c'est un autre aspect. Donc, on pense aux échantillons solides ramenés par les missions comme Hayabusa 1 et 2 vers les astéroïdes. Ces missions, elles nous permettent aussi, via l'échantillonnage des gaz contenus dans ces astéroïdes, de comparer en fait les gaz contenus dans les astéroïdes à ceux présents dans l'atmosphère terrestre et aussi à l'intérieur de la Terre, qui sont échantillonnés par exemple dans des roches magmatiques. Et en faisant cette comparaison, on peut essayer de comprendre quel type de sources dans le système solaire ont apporté les éléments volatiles à la Terre, qui s'est formée quand même à l'intérieur du système solaire dans une zone plutôt sèche. Et donc il y a toujours une question qui persiste dans notre communauté, c'est de savoir d'où vient l'atmosphère terrestre, d'où viennent les éléments volatiles qui sont si importants et qui rendent notre planète habitable et vivable, qui régissent le climat, etc. Et donc le problème, c'est que si on prend des météorites qui viennent aussi des astéroïdes, ces météorites, comme elles sont rentrées dans l'atmosphère, elles sont contaminées par l'atmosphère terrestre, donc qui elle-même a eu une évolution au cours du temps. Donc si on veut faire cette comparaison entre l'atmosphère et les origines, donc les sources, il faut aller chercher en fait ces éléments volatiles sans qu'ils soient contaminés par l'atmosphère, donc il faut aller directement les prélever, sur Vénus si on veut comparer Vénus et la Terre, ou vers les astéroïdes si on veut comparer les gaz contenus dans les astéroïdes à ceux de l'atmosphère terrestre. Très bien. Donc en parlant de ces échantillons, comment les laboratoires arrivent à les obtenir ? Comment vous arrivez à les obtenir, ces échantillons qui sont justement ramenés par les missions ? Donc, pour les obtenir une fois qu'ils sont ramenés sur Terre, hein, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, il peut y avoir j'imagine, je pense à deux approches. Une, c'est d'être déjà dans la mission. C'est-à-dire, par exemple, pour la mission Hayabusa 2, où j'étais donc des participants sur la mission assez rapidement dans l'équipe d'analyse chimique, dès la construction de la mission, ou quelques années après, on a décidé au niveau de la mission qui allait faire quoi sur les premières mesures des échantillons. Donc on a eu très rapidement ici, à Paris, des échantillons de la mission Hayabusa, donc c'est des petits bouts d'astéroïdes qui ont été ramenés d'un astéroïde qui s'appelle Ryugu. Et donc c'est comme ça qu'on a obtenu ces échantillons. Si on n'est pas partie prenante sur la mission au moment de son retour,
toutes les agences spatiales, que ce soit donc la NASA, qui était pour l'instant la seule agence qui avait des échantillons extraterrestres, puis la JAXA plus récemment, donc l'agence japonaise avec les missions Hayabusa 1 et Hayabusa 2, font des appels d'offres tous les ans. Et ça, c'est pareil, c'est assez, moi je trouve ça assez incroyable. C'est une appel d'offres internationale où n'importe quel chercheur, bon ça il y a quelques questions politiques après pour certains pays, mais peut faire un projet, envoyer un projet. Donc je vous donne un exemple pour Apollo, on travaille beaucoup sur les échantillons lunaires. Tous les ans, je peux écrire un projet avec une question scientifique, quel échantillon il me faut pour répondre à cette question scientifique. On envoie ça à la NASA où il y a un comité qui va juger toutes ces propositions tous les ans et qui va décider si oui ou non un chercheur peut obtenir l'échantillon ou pas. Et c'est plus ou moins difficile d'avoir l'échantillon parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est destructif. C'est-à-dire que si je récupère 1 gramme d'Apollo, le gramme, je ne le renverrai jamais aux États-Unis parce qu'on va le détruire. Et donc, c'est un peu plus difficile d'avoir. Il faut bien justifier, évidemment, pour avoir cet échantillon-là, que si on veut juste observer sous un microscope un échantillon qu'on va renvoyer plus tard. Donc là, voilà. Et pour la JAXA, c'est la même chose. Avec Hayabusa 2, il y a eu depuis, donc la Guillaume qui aura du gaz Hayabusa 2, c'est Hayabusa que tu as ramené. Donc c'est des échantillons sur lesquels on peut, très rapidement, les Japonais ont ouvert les échantillons au monde entier. Et plus récemment, les Chinois, pareil, ils ont ramené il y a eu des missions chinoises, Chang'e 5, Chang'e 6, qui sont allés échantillonner donc avec des robots, la Lune face cachée, face visible. Et pour Chang'e 5, il y a eu un appel d'offres international, et avec un peu la même approche que pour la NASA, un petit projet, un entretien, et puis une sélection. Et donc là, on avait été sélectionné pour obtenir des échantillons donc lunaires de Chang'e 5, aussi à l'UPG, qui sont arrivés il y a quelques mois. Et donc voilà, et j'imagine que pour l'année prochaine, ils vont ouvrir pour Chang'e 6, qui est la face cachée. Et ça va continuer comme ça. Donc ça marche vraiment très bien en termes de collaboration internationale, c'est assez remarquable. Ce que je peux juste ajouter comme précision, c'est que c'est des appels ouverts, comme le disait Frédéric, ou alors on participe déjà à la mission, mais c'est déjà très compétitif. Et donc c'est important à garder à l'esprit, c'est parce que certains laboratoires, et je pense que l'Institut physique du Globe de Paris en fait partie, on est au premier plan international sur des capacités analytiques, parce qu'on peut montrer qu'on arrive à mesurer les échantillons avec une précision, etc. Et on a les questions scientifiques et l'équipement nécessaire, qu'on peut écrire ces projets, justifier de comment on va faire la science, et qu'ensuite les échantillons sont attribués, d'autant plus quand on a des mesures destructives, que ce soit pour Frédéric ou pour moi, où en fait les agences spatiales sont un peu plus réticentes à donner des échantillons. Ils veulent vraiment être sûrs que ces échantillons seront valorisés, parce que si on fait le coût d'un échantillon par gramme, ça peut représenter des sommes assez énormes. Rapidement, il y a une question de Duroy0202 sur le chat qui demande si il faut payer pour avoir les échantillons. Très bonne question. Et non, c'est ça que je trouve remarquable, c'est qu'on ne paye même pas le timbre. C'est-à-dire que sur la NASA, la JAXA, alors la Chine, c'est un peu, j'ai dû aller chercher les échantillons en Chine, donc ça, j'ai dû payer quand même un billet d'avion, mais on ne nous fait pas payer l'échantillon. Et la NASA, qui est rodée depuis les années 70, avec un système de transporteurs et de livraison, ne fait pas payer le transport. Ça fait partie, en fait, ils ont un budget pour la science. Il faut voir qu'on parle beaucoup, je ne peux pas beaucoup parler d'Apollo parce que c'est en masse, c'est de très loin le plus gros retour d'échantillons. Il a été ramené 380 kilos avec les 6 missions Apollo de la Lune. Donc la NASA gère 380, alors maintenant je crois qu'il reste 360 kilos avec ce qui a été consommé ou donné. Et donc ils ont depuis 50 ans, ils ont une bonne habitude là-dessus. Et donc non, on paye pour répondre à d'Orient 00, on paye rien. Et ça, je pense aussi, il faut préciser que c'est parce que c'est ancré dans une tradition de naturaliste, c'est-à-dire qu'on a toujours fait ça dans les communautés, c'est-à-dire de demander des échantillons à des collègues parce qu'ils ont été échantillonnés à un volcan très rare, très difficilement accessible, et les collègues partagent ces échantillons s'ils ont suffisamment de masse, etc., dans le cadre de collaboration. Et pour les retours d'échantillons, c'est vraiment dans cet ordre d'esprit, quoi, de partage. Et puis, un des buts des agences spatiales, c'est d'optimiser la science qui est faite sur les échantillons aussi. Donc, c'est aussi, s'ils considèrent que le projet est bon, c'est dans leur intérêt de le partager avec des scientifiques du monde entier pour que, a priori, d'autres questions scientifiques soient abordées sur les échantillons. Donc, une question aussi de rentabilité de la mission. Non, juste un petit commentaire rapide, parce que autant sur les échantillons de retour des missions spatiales, effectivement, le prêt entre les différents instituts scientifiques est complètement gratuit. Mais par contre, sur l'aspect météorite,
la situation est totalement différente. Alors, donc les météorites qui sont récupérés soit par des collectionneurs, soit par des particuliers, là par contre c'est vrai qu'il y a un vrai commerce là par contre des météorites, mais on n'est pas vraiment dans le cadre des retours d'échantillons. Voilà, c'est plutôt des échantillons qui sont tombés du ciel, qui sont collectés sur Terre par exemple par les développeurs. J'ai mené des météorites tout à l'heure, je ne sais pas à quel moment on pourra les montrer, mais oui. D'ailleurs les échantillons d'Apollo ont aucune valeur pécuniaire. Il a été décidé par la NASA qu'aucune valeur serait attribuée aux échantillons pour pas qu'ils aient de valeur commerciale, pour pas que quelqu'un soit tenté de les voler ou tenté de les vendre. Donc c'est un trésor national aux États-Unis, mais ils n'ont pas de valeur particulière. Et les météorites peuvent être, par contre, là, si on parle de météorites, mais là, c'est pas été rapporté par certaines météorites. Bon, il y a deux types de météorites. Il y a celles qui ont été ramassées par des collectionneurs ou par des chasseurs de météorites et qui vont être, c'est leur travail, qui peuvent être vendus à des particuliers ou à des scientifiques. Et puis il y a des missions de collection de météorites qui sont aussi tous les ans, la NASA, alors je crois qu'ils n'ont pas fait cette année, mais pour certaines raisons politiques peut-être, mais tous les ans la NASA a des missions depuis déjà au moins une trentaine d'années en Antarctique de collecte de météorites. Donc les météorites, c'est quoi? C'est des cailloux de l'espace qui sont tombés sur Terre. Donc ça peut être des cailloux de la Lune, on a un impact sur la Lune, on va arracher un petit bout de Lune, ce petit bout de Lune il va tomber sur Terre, ça peut être des météorites martiennes, j'en ai mené une ici, c'est les seuls échantillons de Mars qu'on a à l'heure actuelle. On a un petit impact ou un gros impact sur Mars, on arrache un bout de Mars, ce bout de Mars, il va se diriger vers le Soleil et puis il peut être attiré par la Terre, il va tomber sur la Terre. Et puis ça fait des bouts d'astéroïdes, c'est ce que disait Guillaume plus tôt, c'est-à-dire des bouts qui proviennent de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, donc des petits bouts de ces premières planètes en quelque sorte, et donc qui vont tomber sur Terre. Et donc la NASA et l'agence spatiale japonaise aussi, enfin c'est pas l'agence spatiale, mais des agences japonaises, belges, font des missions tous les ans en Antarctique depuis des années. Ils ont des très très belles collections de météorites antarctiques. Donc juste pour revenir là-dessus, ces météorites, on peut aussi les demander, et c'est aussi gratuit, c'est-à-dire que tous les ans, moi je vais faire des demandes, ou peut-être tous les 2 ans, à la NASA, pour certaines météorites qui ont été ramassées, parce que tous les ans il y a des nouvelles météorites qui sont découvertes. Et ça, c'est aussi complètement gratuit, on ne paye pas le thème non plus. D'un autre côté, j'achète aussi régulièrement des météorites pour faire du travail, de la science, et donc là c'est payant. Donc est-ce que la NASA quand même va vous fournir un quota ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'ils mettent un quota ou est-ce qu'ils fournissent un quota? C'est pas la même question. Les deux. Au minimum, non, je pense que non, il n'y a pas de règle. Si le projet nécessite et que c'est vraiment et qu'il est considéré que c'est une très grande question scientifique, on va dissoudre, on va perdre 20 grammes d'échantillons lunaires de l'Apollo, ils peuvent le donner, 100 grammes. Là, j'ai une idée, je vais faire une demande l'année prochaine, je vais demander 100 grammes de sol lunaire à la NASA, peut-être qu'ils ne me le donneront pas, peut-être qu'ils me le donneront, mais si on le justifie bien, ça peut se donner. La règle générale, quand même, c'est qu'on ne donne pas plus de 1%, c'est la règle pour les météorites en général, de la masse qu'un musée a. Par exemple, le musée d'histoire naturelle a une collection de météorites aussi, donc là, je peux faire des demandes, c'est gratuit aussi. Je fais des demandes à un musée à Washington, à New York, au Japon, c'est pareil, c'est généralement gratuit. Mais ils ont une règle, c'est qu'ils ne vont pas donner plus d'1% de la masse totale qui leur reste. Et c'est l'idée générale aussi pour les missions spatiales, c'est-à-dire que l'avantage d'avoir ces échantillons Apollo, ça a été très bien gardé depuis les années 70, c'est que 50 ans plus tard, Guillaume, moi ou d'autres peuvent demander encore des échantillons qui ont été préservés dans des conditions exceptionnelles et faire des mesures qui n'étaient pas faisables il y a 50 ans. Et donc il y a un historique pour les générations futures, enfin l'historique c'est pas un bon mot, mais on va préserver pour les générations futures ces échantillons et pas tout brûler en quelques années. Et les Japonais ont pris la même approche avec Hayabusa, et j'imagine que les Chinois pareil, et c'est plutôt une bonne règle. Donc la règle du 1%. D'accord. Bon pour 1000, ça dépend des masses, parce que l'échantillon est tout petit, ça va défoncer. Très bien, donc la question suivante, c'est est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avant de travailler sur ces échantillons? Si oui, lesquelles? Donc là, on peut répondre tous les deux, la partie gaz et la partie caillou. C'est la partie caillou. Donc, sur ces retours d'échantillons, les échantillons sont encore une fois ramenés et puis conservés ils vont être conservés dans des atmosphères contrôlées par de l'azote pendant encore une fois 50 ans. C'est-à-dire que l'échantillon va être sorti, il va nous être envoyé dans des que ce soit du gaz ou des échantillons dans une atmosphère préservée. Et ensuite nous, une fois qu'on va l'avoir à l'Institut, on va l'ouvrir, on peut y travailler dessus, et donc ça va dépendre de ce qu'on va faire sur l'échantillon.
Et donc, notre travail à nous sur la partie cailloux, la partie roche, on veut éviter la contamination par l'atmosphère terrestre, si on va utiliser on veut dater l'échantillon, on va aller mesurer le plomb, du plomb. À Paris, malheureusement, on a beaucoup de gaz d'échappement, il y a beaucoup de plomb dans l'atmosphère à Paris, et donc il faut qu'on travaille dans des conditions très propres, donc ce qu'on appelle des salles blanches, avec de l'air qui est filtré, pour éviter qu'il y ait la moindre particule qui vienne se mélanger avec notre échantillon lunaire, par exemple. Donc on va travailler on va vraiment prendre des précautions assez importantes, mais ça va dépendre vraiment de ce qu'on va vouloir faire. Guillaume qui peut toucher un mot pour les gaz, c'est vraiment l'approche est très différente sur les gaz. Ouais, sur les gaz, on n'est pas du tout sur la même approche. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est la contamination par l'atmosphère terrestre qu'on respire aujourd'hui dans cette pièce. Et donc, si on a un échantillon de gaz qui nous est donné d'une mission spatiale comme celui que j'ai ramené aujourd'hui ici pour vous montrer, donc c'est dans une ampoule en métal. On a le gaz échantillonné par la sonde Hayabusa 2. On a une fermeture par une vanne ici qui est très étanche et qui ne laisse pas rentrer l'atmosphère. On va brancher en fait ces échantillons, ou alors des échantillons de météorites, quand on fait des mesures de gaz dans les météorites, sur un système sous ultravide, donc avec des pompes turbomoléculaires qui sont comme des petits réacteurs d'avion, qui vont pomper en permanence le système dans des tubes pour enlever toute l'atmosphère terrestre, avoir ce qu'on appelle de l'ultravide, c'est-à-dire rien, juste quelques atomes qui se baladent, pour ensuite aller mesurer notre gaz. Et une fois qu'on a enlevé toute cette contamination atmosphérique, ce qui nous reste, c'est les gaz d'intérêt, donc les gaz extraterrestres. On va venir les séparer, les mesurer, etc. Donc c'est pas la même approche que ce que Frédéric décrivait. Et un autre aspect, c'est qu'on fait très attention, et Frédéric aussi dans son laboratoire, c'est que les échantillons ramenés par les missions spatiales sont encore plus précieux que n'importe quel autre échantillon. Donc moi, par exemple, dans le laboratoire gaz rare de l'IPGP ici, on a eu un incident sur une machine juste avant de mesurer des échantillons d'Hayabusa. Donc on a dû réparer, mais comme la machine n'avait pas complètement récupéré de cette panne, on a décidé de repousser ces mesures d'échantillons et mesurer des échantillons terrestres beaucoup moins rares pour justement s'assurer qu'on va mesurer l'échantillon dans les meilleures conditions expérimentales possibles pour maximiser la science et encore cette question de rentabilité scientifique par rapport à des échantillons qui sont très rares et très précieux. Qu'on peut pas, qui sont uniques. Les gaz à Hayabusa, tu peux le faire une fois, on n'en aura pas deux fois des gaz. La différence aussi, c'est juste, j'ai mis des cailloux, ça c'est des météorites, je voulais les voir, mais. Ah, ils sont bons. Mais le caillou, bon là je le touche avec mes doigts, mais. Ouais, mais tu t'es lavé les mains. Bien sûr. Mais le caillou, on va le manipuler dans le laboratoire. On va pouvoir, une fois qu'il arrive dans une boîte. La différence avec les gaz de Guillaume, c'est qu'il faut que l'échantillon arrive dans un récepteur que tu peux brancher directement sur tes instruments. Tu peux pas l'ouvrir et te le manipuler parce que c'est un gaz. Moi, le caillou, on peut toujours se mettre dans des boîtes à gants, dans des atmosphères très propres et puis les manipuler. Donc là, c'est des météorites. Je sais pas où la caméra on voit ça, mais c'est le hibou. Non, je crois pas, c'est la main. Donc ça, c'est une météorite martienne. Ça, c'est un bout de Mars. Oui, ça, c'est un gros bout de Mars. Donc Mars, on n'a pas encore d'échantillons de Mars qui ont été ramenés. Je pense qu'on en aura d'ici 5-6 ans, probablement avec des missions chinoises, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou des missions américaines, européennes. En attendant, on a beaucoup de météorites martiennes, je crois qu'on en a plus de 200 maintenant, et donc qui sont des bouts qui ont été arrachés de Mars, qui sont tombés sur Terre. Donc ça, ça ressemble à un basalte terrestre un peu, mais ça c'est la moitié. Donc elle a été coupée en deux. Quand je montre ça, quelquefois on me demande, pardon, je bouge trop, pourquoi c'est silice. Mais en fait c'est silice parce qu'on l'a coupé, qu'on l'a poli. Ça c'est juste, même été coupé à la scie. Mais l'échantillon, si on le retourne de l'autre côté, vous voyez, c'est une partie rugueuse, on avait l'équivalent de l'autre côté, ça a été coupé en deux. Donc moi j'en ai la moitié. Et donc ça, c'est nos seules sources d'informations actuellement dans le laboratoire, parce qu'on a parlé tout à l'heure qu'il y avait des robots à la surface de Mars qui peuvent faire des mesures chimiques de la surface de Mars. Et ça, c'est nos seuls échantillons qu'on a dans le laboratoire. Et donc la différence avec les robots qui font des choses magnifiques sur Mars, c'est que ces échantillons dans un laboratoire, on peut en faire beaucoup plus qu'un laboratoire embarqué sur une planète et faire des mesures d'une précision redoutable. Surtout si un échantillon il est énorme, celui-là il doit peser 30-40 grammes. On n'est pas limité en masse, on peut faire vraiment des mesures très précises et donc aller chercher des questions scientifiques très particulières sur l'origine de Mars, sur la composition de l'intérieur de Mars, sur la composition du noyau de Mars, etc. Question de Zopiclone 15 là, et la radioactivité dans ces échantillons. C'est là, on est tous contaminés, c'est hyper radioactif. Non, je plaisante. Non, ça c'est échantillon, c'est pas plus radioactif qu'un basalte terrestre. Voilà. C'est la radioactivité, c'est à peu près la même composition pour faire très simple qu'un basalte terrestre. Il y a des petites nuances, mais il n'y a pas de danger du tout de radioactivité là-dedans.
Et puis, on pourrait nous dire quelle est parce que quand il y aura on a parlé tout à l'heure de contaminer les planètes et donc de désinfecter, enfin, d'éviter d'amener des bactéries ou de la vie sur une autre planète, la question se pose quand on va ramener les échantillons martiens sur Terre. Pour l'instant, la question sur la Lune, il y a donc, on parlait du COSPAR tout à l'heure, il y a des comités qui vont juger, est-ce que, en ramenant des échantillons de la Lune, des échantillons d'astéroïdes, est-ce qu'on risque de ramener de la vie sur Terre extraterrestre? Et pour la Lune, à cause de l'irradiation, parce qu'il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas d'atmosphère, donc a priori, il n'y avait pas de risque, donc il n'y a pas de problème, on ramène des échantillons de la Lune, on n'a pas besoin de le mettre en quarantaine. C'est la même chose pour les échantillons d'astéroïdes, d'Hayabusa, il n'y a pas eu ces problèmes-là de quarantaine. Pour Mars, la question va se poser, et donc, quand les échantillons martiens vont être ramenés sur Terre, que ce soit du côté, alors il y avait une mission qui était américaine, européenne, ou du côté chinois, il va falloir stocker les échantillons d'abord dans un laboratoire de très haute sécurité biologique, ce qu'on appelle des laboratoires P4, pour s'assurer qu'il n'y a pas de vie extraterrestre avant le risque de faire des zombies partout, quoi. Donc, mais sur les météorites, il n'y a pas de problème, parce que cette météorite, et ça Guillaume, il travaille beaucoup là-dessus, c'est quand ce petit bout il est éjecté de Mars, il a une vie dans l'espace. C'est aussi, c'est le désavantage des météorites, comme disait Guillaume, ils ont une vie dans l'espace, ils ont une vie sur Terre, parce qu'ils vont tomber, on les ramasse pas tout de suite, mais dans l'espace, ils vont être irradiés, et donc, même s'il y avait eu un peu de vie entre le moment où il y a eu l'impact qui a arraché le bout, qui a quand même, là, je sais pas si on peut voir là-dessus, je fais que bouger, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des veines, là, ça c'est des veines de choc, c'est parce qu'il y a eu un impact, et donc ça refond localement du caillou. Et bien, tout ça fait qu'a priori, ça a été bien désinfecté. Il est rentré dans l'atmosphère. C'est rentré dans l'atmosphère, ça a chauffé. Ça a fait cette partie rugueuse, là, qu'on voit pas très bien, mais il y a une petite croûte de fusion un peu noircie, c'est qu'on a fondu la surface du caillou. Donc ça, c'est une météorite martienne. Et j'ai mis une petite météorite lunaire. Alors, j'ai pas mis un bout d'Apollo, parce que là, je voudrais pas manipuler avec mes doigts. Donc ça, c'est une météorite lunaire, pardon. Donc ça, c'est un petit bout de la Lune. Pareil, un impact sur la Lune. Ça surprend personne, vous regardez la Lune, vous voyez que c'est plein de cratères, il y a des impacts partout, il y en a tout le temps. Et ce petit bout de Lune a voyagé, alors moins loin et moins longtemps que celui-là, a priori, et il est tombé sur Terre, et donc, encore, c'est aussi une des conséquences, grâce au fait qu'on ait ramené des échantillons d'Apollo, on a pu savoir de quoi ils étaient faits, et quand on ramasse un bout, parce que ça ressemble, vous ramassez ça devant chez vous, vous mettez un coup de pied dedans et c'est terminé. Mais on a pu voir avec la chimie, nous, ce qu'on va faire dans le laboratoire, je peux vous dire en mesurant les minéraux qui sont là-dedans, que c'est la composition très similaire de ce qu'on a ramené avec Apollo, et donc que c'est lunaire. Et donc là, vous voyez, donc juste, je sais pas si on voit bien ça sur la caméra, il y a des parties blanches, des parties noires, et donc pour nos personnes qui nous écoutent, la prochaine fois que vous regardez la Lune, vous regarderez qu'il y a des parties noires, des parties blanches sur la Lune, il y a des parties plus sombres, des parties plus claires, les parties plus sombres, c'est ce qu'on appelle les mers. Donc c'est ce qui est en noir ici, en fait c'est des coulées basaltiques, c'est du volcanisme. Et ce qui est en blanc, c'est la croûte primordiale, c'est-à-dire ce qui s'est formé en tout début quand la Lune s'est formée. Et donc dans cet échantillon, on a tout. On a tout, pourquoi? Parce que quand il y a eu l'impact, ça a mélangé le matériel à la surface de la Lune, et ça nous fait ce qu'on appelle une brèche, en termes techniques de géologue. Et cette brèche-là, c'est un mélange donc de la croûte primordiale et de basalte. Donc c'est un échantillon qui est assez sympa, il est assez gros. Donc voilà. Mais ça, les météorites sont complémentaires des échantillons d'Apollo pour des raisons qui font qu'elles ne viennent pas du même endroit de la Lune. On ne sait pas d'où elles viennent, ça c'est leur faiblesse, mais voilà. Donc on peut aussi faire une science qui est complémentaire à Apollo. Question rapide là, du roi 0202 qui demande est-ce que les échantillons, on peut les envoyer par la poste? Ils sont envoyés par la poste. Ils sont envoyés par la poste. Les échantillons d'Apollo, ça arrive par la poste. Je pense que c'était lié à Apollo. Ouais. Ça arrive par la poste, oui, voilà. Ça arrive par la poste avec un transporteur, enfin c'est la poste. Oui, un transporteur. Très bien. On peut, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème en tout cas, encore une fois, de radioactivité, de contamination, il n'y a aucun problème là-dessus. Du moment qu'il y a des autorisations américaines de la NASA, que l'échantillon il peut venir en France ou en Allemagne ou en Angleterre, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Donc là, on a terminé de faire le point donc, sur les échantillons et sur les informations qu'on peut en tirer. Donc on va basculer doucement sur les missions à venir. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot sur les prochains grands programmes de retour d'échantillons ou de missions d'exploration spatiale qui sont à venir pour les prochaines décennies? Pour les prochaines décennies, en tout cas les missions à retour d'échantillons les plus proches, ça va être la mission japonaise MMX qui va décoller en 2026
et qui va arriver dans le système martien aux alentours de 2027-2028, va rester 3 ans dans le système martien, et va prélever des échantillons sur l'une des 2 lunes martiennes qu'on appelle Phobos, qui est la lune la plus proche. Donc il y aura sûrement un prélèvement côté Mars, dans la particule face à Mars, peut-être dans le côté aussi anti-Mars, et qui devrait revenir sur Terre à peu près en 2031. On va dire, le vaisseau lui-même ne revient pas sur Terre, c'est qu'il passe au voisinage de la Terre, et là en fait on largue une capsule dans laquelle il y a un sarcophage blindé qui va contenir l'échantillon, et qui ensuite sera largué dans l'atmosphère terrestre, et qui ensuite sera récupéré au sol parce qu'il sera parachuté dans l'atmosphère terrestre. Voilà. Donc ça c'est la mission la plus proche en termes de retour d'échantillon. Et après, à ma connaissance, en termes de mission financée en termes de retour d'échantillon, c'est-à-dire mission dont on est sûr qu'elle va partir, aujourd'hui, c'est la seule. Mais il y a des projets. Du côté japonais. Donc là, il y a 2 échantillons avec MMX, donc c'est ça, donc de Phobos. Voilà. Ça, c'est il y a des missions, il y a chinoises. Il y a une mission chinoise qui est partie le mois dernier, qui s'appelle Tianwen 2, qui est un retour d'astéroïdes. Ah, d'accord. Donc les Chinois ont un programme qui a démarré avec les missions lunaires assez impressionnant. Et donc là, ils ont envoyé le mois dernier, donc ça devrait rentrer je ne sais pas, la mission est assez courte, qui est allée échantillonner donc un astéroïde qui est en fait dans l'orbite terrestre. Un géocroiseur. Qui a un nom à coucher dehors, donc j'ai oublié le nom, mais qui est au niveau du spectre, on ressemble peut-être on pourrait ressembler à la Lune. Il a un nom hawaïen, ou je sais plus, j'ai pas en tête. Donc ça ça devrait rentrer cette année sur Terre avec quelques grammes. Il y a aussi des missions, donc les missions Chang'e ont eu Chang'e 5, Chang'e 6 qui sont été des retours d'échantillons. Chang'e 7, Chang'e 8 sont des robots lunaires mais sans retour d'échantillons. Mais avec la formation d'une base lunaire chinoise aux alentours de 2030, avec des humains sur place, donc qui ont ramené des échantillons. Mais là, parce que les humains, il faut bien les ramener. Il faut bien les ramener, voilà. Ils mettront quelques échantillons dans leur poche, comme a été fait avec les premières missions Apollo. Et en termes de retour d'échantillons, donc, et puis il y a Mars, les Chinois ont planifié un retour d'échantillons martien, où la mission n'est pas partie, on n'a pas les dates exactes, mais on retourne autour de 2032, 31, 32, une mission qui va s'appeler Tianwen 3. Et donc l'idée de ramener, je crois, à peu près 1 kilo de roches martiennes. Il y avait un grand projet NASA, le fameux Mars Sample Return, ce qu'on appelle le Mars Sample Return, donc retour d'échantillons martiens, qui était un projet porté par la NASA avec l'accord avec l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Vous savez, le robot actuel qui s'appelle Perseverance, qui est la mission Mars 2020, a sélectionné une dizaine d'échantillons, enfin une vingtaine, enfin deux tas d'échantillons, qui sont censés être ramenés sur Terre en plusieurs étapes. Mais malheureusement, avec les soucis actuels de la NASA, cette mission est mise sur le côté, je pense. Disons que le financement a été ajourné. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est morte. Non, parce que les échantillons. Ce qui veut dire que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais le problème de cette mission aussi, c'était que la phase finale de la mission de retour n'était pas technologiquement n'était pas très claire. C'est-à-dire que on devait faire construire une fusée sur place, la mettre en orbite, devait y avoir un rendez-vous dans l'espace puis un retour sur Terre. Et tout ça on a commencé la mission sans avoir vraiment programmé ni financé la phase finale de la mission. Voilà, en se disant qu'on aura le temps de le faire dans le futur. Voilà. Donc peut-être que ça marchera finalement, mais disons que ce sera peut-être pas pour la décennie 2030. Est-ce qu'on peut profiter de ce moment pour répondre à Quetzalcoatl de SC2, là, le serpent à plumes, qui demande si les changements politiques récents aux États-Unis sont une menace pour des missions spatiales qui devaient partir dans les prochaines années? C'est un exemple là. Je peux répondre. Oui. Alors je pense que l'exemple que je connais le mieux, c'est Envision. Donc c'est une mission d'exploration de Vénus. Alors c'est un orbiteur. Il n'y a pas de retour d'échantillon, mais c'est une mission de l'Agence spatiale européenne qui est en fait la sœur jumelle de la mission Veritas de la NASA qui a été annulée. Même s'il y a peut-être une décision du Congrès américain à l'automne qui va peut-être changer la situation, mais pour l'instant cette mission est annulée. Et en fait la NASA devait fournir le radar de cette mission qui va permettre de contraindre le moment d'inertie de Vénus et donc l'intérieur de Vénus, son noyau et ce genre de choses. Et donc là en fait le radar apparemment ne sera pas fourni par la NASA. Et l'Agence spatiale européenne l'a annoncé, il y avait un article dans Le Monde la semaine dernière, et a dit on ne sait pas encore comment faire. C'est-à-dire qu'on va lancer cette mission qui a des caméras,
pour faire de la spectrométrie, du mapping de la surface et ce genre de choses, mais qui pour l'instant n'a pas de radar pour remplir plusieurs objectifs scientifiques originaux de la mission. Donc oui, il y a un impact, et en fait, il y a donc l'article dans Le Monde disait qu'il y avait 15 missions européennes qui sont impactées par les décisions politiques aux États-Unis, et ils ont trouvé des solutions de repli pour une dizaine, et il y a 5 missions, dont Envision, où pour l'instant il n'y a pas de solution, donc il y aura soit une annulation de l'instrument, soit une solution de repli qui sera trouvée avec des partenaires européens ou japonais par exemple. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment un impact de décisions politiques américaines sur l'exploration spatiale internationale assez direct. Il y a non seulement le lancement, mais aussi l'exploitation scientifique. Ouais. Par exemple, récemment, il a été annoncé aussi que le budget en ce moment, il y a une très grosse mission américaine qui va vers les satellites de Jupiter, donc ça s'appelle Europa Clipper. Donc Europa Clipper a pour objectif d'étudier la surface du satellite Europe, qui est en orbite autour de Jupiter. Donc, par exemple, ils ont annoncé une diminution drastique des budgets d'exploitation scientifique et des opérations pour Europa Clipper. Donc quel va être l'impact? Donc la mission va exister, parce que de toute façon elle vole déjà, donc il y aura des résultats, mais peut-être que le retour scientifique ne sera pas aussi grand qu'on avait espéré. Voilà. Mais bon, il faut voir aussi que la durée de vie d'une mission est beaucoup plus grande que la durée de vie d'un mandat américain, enfin surtout vers le système solaire externe. Donc peut-être que la situation va encore changer dans 4 ans ou 8 ans. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça a des impacts à la fois pour des missions américaines évidemment, mais aussi donc européennes, avec c'est ce que disait Guillaume. Parce qu'il y a toute une diplomatie, il faut voir aussi, il y a toute une diplomatie des missions spatiales. C'est-à-dire que aujourd'hui, surtout pour les très gros projets, les missions comme Guillaume le disait, les missions qu'on appelle flagship, c'est-à-dire les missions principales, celles qui sont, ce sont des missions qui sont faites en collaboration avec plusieurs agences. Voilà. Et donc à chaque fois que une agence propose par exemple telle mission, mais pour diminuer le budget, elle va demander à telle autre agence de s'occuper du lancement. Mais alors, si l'agence en face accepte de s'occuper du lancement, elle va demander est-ce qu'elle a des scientifiques qui entrent à bord de la mission. Donc moi, par exemple, je suis dans une mission européenne qui s'appelle la mission Hera, qui est en ce moment à destination d'un astéroïde. Et ce qui a été demandé pour diminuer le coût de la mission Hera, c'était de lancer sur un lanceur SpaceX américain. Alors que c'était bien une mission européenne. Donc le lancement a eu lieu avec succès en novembre dernier, mais parce qu'on a utilisé un lanceur SpaceX, on a économisé des millions d'euros côté scientifique. En contrepartie, on a dû accepter, mais bon, c'est un grand plaisir parce que c'est des collègues ici qui sont très forts, on a dû faire entrer dans la mission un certain nombre de collègues américains, donc c'est l'échange, en fait tout ça est dans le cadre d'un échange, voilà. Et c'est comme ça que ça marche en fait dans beaucoup de missions spatiales, c'est-à-dire qu'il y a toute une diplomatie, un pays fournit un instrument, mais en contrepartie on doit accepter ses scientifiques, et effectivement, quand un pays fait défaut parce qu'il y a un changement budgétaire, eh ben, ça peut impacter toute la mission. C'est un peu notre chance. On parlait d'MMX, on est en partie sur MMX parce qu'il y a des instruments français, c'est la mission qui va à Phobos, et donc des scientifiques français sont sur cette mission. À propos de ces questions de diplomatie de l'espace, il y a Étienne qui demande quelles sont les relations entre l'agence spatiale chinoise et les autres. Ouais. Est-ce qu'il existe des vraies collaborations? Oui. Il existe. Par exemple, sur la mission Chang'e 6, qui est une mission donc, qui était allée ramener des échantillons de la face cachée de la Lune, au niveau du pôle sud, il y avait un instrument qui avait été un instrument français, le Dorn. Donc il y avait eu une contribution française, donc un instrument qui a été mis sur cette mission. Donc parce que la mission a ramené des échantillons, mais n'a pas fait que ça. Donc il y avait quand même sur le petit robot qui s'est posé pour aller échantillonner, a fait que des mesures sur place. Et donc Dorn, donc notamment des scientifiques donc de Toulouse et certains de Paris, c'était un instrument qui était pour analyser le radon, qui est donc un gaz rare qui peut être émis par des intégrations donc d'éléments radioactifs, donc pour essayer de comprendre quelle était l'abondance de ces éléments radioactifs dans la croûte de la Lune. Ouais, ce que je peux rajouter, c'est faut garder à l'esprit qu'il y a deux points de vue. Il y a un point de vue technologique et secret défense, dans le sens où il y a des agences spatiales qui sont en compétition l'une avec l'autre et qui vont pas vouloir échanger des technologies ou ce genre de choses. Mais par contre, la plupart des agences spatiales sur les échanges scientifiques sont complètement ouvertes. Donc par exemple, le Centre national d'études spatiales a conscience et est tout à fait en faveur de nos collaborations qu'on a avec l'agence spatiale chinoise, où on collabore, on va voir les collègues, on récupère des échantillons, on fait de la science ensemble, on publie des articles ensemble, Frédéric le fait, je le fais aussi. Mais par contre, si on parle d'une mission, par exemple la mission pour Vénus, l'agence spatiale chinoise a aussi un projet de mission vers Vénus, nous on en a un aussi, et pour le moment c'est pas une collaboration, parce qu'il y a des technologies qui sont différentes,
et qu'il y a une certaine compétition et un peu de secret entre les deux. Si la mission se fait, par contre, c'est très probable qu'il y aura des collègues chinois sur une mission européenne ou inversement des collègues français sur des missions chinoises. Donc il y a vraiment deux niveaux à garder à l'esprit. Mais alors, pour rajouter sur ce que vient de dire Guillaume aussi, il faut bien voir aussi que les relations aussi entre les agences sont en fait à l'image de la diplomatie entre les pays. Par exemple, il est clair en ce moment que par exemple la NASA n'a pas de très bonnes relations avec l'agence spatiale chinoise par exemple. Et c'est pas facile d'avoir des Chinois sur des missions NASA et c'est pas facile d'avoir des Américains sur des missions chinoises. Voilà. Bon, mais ça tient à la nature bilatérale des relations entre la Chine et les États-Unis. Et ça pourrait évoluer dans le futur si la diplomatie entre les deux pays change. C'est vrai qu'il y a un côté un peu, voilà, on sent parfois les tensions diplomatiques entre les pays au niveau de l'organisation des missions spatiales. Voilà. Mais bon, par exemple, c'est pas entre les Français et la Chine, par contre, la collaboration est plutôt fructueuse. Ben nous, il y a entre le CNES et l'agence spatiale chinoise, nous, on peut travailler aux scientifiques avec les Chinois sans aucun problème. Sur les missions, après, sur les instruments, c'est des questions après plutôt c'est encore différent que de technologie. Donc là, c'est un niveau supplémentaire. Alors nous, quand j'ai répondu tout à l'heure, je pensais à la France avec les étrangers. Nous, on a, que ce soit les Chinois, ça pourrait être les Indiens, parce qu'on n'en a pas parlé. Les Indiens ont une mission de retour d'échantillons de la Lune aussi, qui est prévue, qui est repoussée depuis longtemps, mais qui se fera parce qu'ils ont déjà envoyé des sondes qui ont très bien marché sur la Lune. Et les Américains, mais en revanche, je crois que c'est depuis très longtemps, quand je disais qu'on pouvait demander des échantillons à la NASA, nous ça ne pose pas de problème, ça pose pas de problème à des Allemands ou des Anglais. Les Chinois, il y a toujours eu un désaccord au niveau des agences spatiales. Un Chinois ne peut pas demander des échantillons, il peut demander, mais il ne les aura pas, des échantillons à la NASA. Donc là, oui, il y a tout le monde, tout le monde est beau, tout le monde est gentil partout, hein. Et donc, on a des collaborations scientifiques, c'est possible. Mais un Américain de la NASA peut pas facilement aller travailler avec des Chinois de l'agence spatiale chinoise pour des raisons politiques. Mais d'ailleurs, on peut rebondir là-dessus, parce qu'à l'époque de l'exploration lunaire, en fait, c'est que en France, et notamment à l'IPGP, qu'on avait des échantillons des missions Apollo, mais aussi des missions russes lunaires. Parce que la France avait aussi historiquement cette position diplomatique, pas entre deux, mais qui discutait, compatible avec les Russes, compatible avec les Américains, et donc on pouvait bénéficier des échantillons des deux agences spatiales. D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'agence spatiale russe ce soir. Là, nous, actuellement, on ne peut pas travailler, je pense, avec l'agence spatiale russe. Ce qui peut poser des problèmes, par exemple, sur des missions chinoises qui travaillent avec des Russes. Par exemple, je pense à la station habitée chinoise sur la Lune. Pour l'instant, mais les choses vont changer. Mais voilà, donc c'est ce que disait exactement Sébastien. C'est au vu des relations diplomatiques entre les pays, les choses peuvent être bloquées puis évoluer dans un sens. Ok, très bien. Donc c'était une discussion très intéressante. Peut-être qu'il nous reste un petit peu de temps pour aborder une question qui a été posée sur le forum. Alors on n'est pas vraiment spécialiste du Soleil et ça ne concerne pas vraiment les missions avec retour d'échantillons. Mais une personne donc nous demande, vous n'avez pas évoqué l'exploration du Soleil, il me semble qu'une sonde a été récemment lancée. Pouvez-vous faire le point sur cette mission, sachant qu'il n'a pas mentionné le nom de la mission? Donc avez-vous quelque chose à dire à propos? On pourrait aussi peut-être revenir sur Vénus après, mais sur le Soleil, alors je sais pas de quelle mission la personne parle, mais par contre en termes de retour d'échantillons, il y a une mission qui s'appelle Genesis, qui est une mission de la NASA, une mission américaine, qui a réussi à échantillonner le Soleil. Alors comment elle s'y est prise? En fait, la mission s'est rapprochée du Soleil, a exposé des collecteurs. Le Soleil en permanence émet un vent solaire, donc des ions émis par le Soleil, et ces collecteurs, ces ions sont venus s'implanter dedans. Donc il y avait des collecteurs en saphir, en or, dans plusieurs matériaux. Et la mission, malheureusement, à son retour sur Terre, s'est écrasée à cause d'une erreur humaine dans le montage de la mission. Mais donc c'est considéré comme un échec par la NASA. La NASA en parle toujours comme étant un échec, mais par contre scientifiquement c'est un succès total, dans le sens où tous les objectifs scientifiques ont été remplis, mais ça a pris plus de temps, parce que comme les échantillons étaient contaminés par l'atmosphère terrestre, vu que la capsule s'était explosée, et vous pouvez aller voir des images, vous tapez sur Google Genesis Crash, vous allez voir des images de la capsule complètement explosée dans le désert aux États-Unis, je crois. Les scientifiques ont dû récupérer morceau par morceau les différentes pièces de collecteurs, les décontaminer, venir avec des lasers faire une abrasion de la surface qui était contaminée par l'atmosphère terrestre pour atteindre
les surfaces préservées, les ions du Soleil, et venir les mesurer avec des techniques de pointe et déterminer la composition du Soleil pour plusieurs éléments, donc, dont par exemple l'azote, un élément volatile important. Ok, très bien. Ça me fait penser, donc on a parlé de mission de retour d'échantillon, on a pu faire un bilan de ce qu'il y a eu, donc il y a les missions Apollo, donc il y avait Genesis dont on n'avait pas parlé, donc qui a échantillonné ce vent solaire, il y a eu Stardust qui avait ramené des particules de comètes aussi, donc on a quelques petites particules de comètes, cette mission américaine aussi, les 6 missions Apollo, 2 ou 3 missions Luna, 2 retours d'échantillon, je crois que c'est 2. Donc les missions japonaises Hayabusa 1 et Hayabusa 2 d'astéroïdes, les 2 missions chinoises Chang'e 5, Chang'e 6, et je pense que j'en oublie pas. Hein, et puis les MMX, donc Phobos dans le futur proche. Et pour finir, moi je pense que pour l'avenir du retour d'échantillon, moi mon rêve à titre personnel, je sais pas, peut-être qu'on pourrait chacun dire un peu ce qu'on voudrait, moi mon rêve ce serait d'avoir des retours d'échantillons du système solaire externe. Parce qu'en fait, on connaît très peu de choses sur qu'est-ce qui se passe en gros au-delà de la ceinture d'astéroïdes. On n'a pas de matériaux qui viennent des satellites de Jupiter, on n'a pas de matériaux qui viennent de plus loin. Et c'est très important pour les modèles de formation planétaire parce qu'on a cette idée, par exemple, c'est une idée qui est de plus en plus courante, que peut-être que la partie externe de la ceinture d'astéroïdes, par exemple, au-delà de 3,5 unités astronomiques, au-delà de 4 AU, peut-être, il y a pas mal de modèles dynamiques qui montrent que peut-être ces objets se sont formés au-delà de Jupiter, au-delà de Saturne. C'est ce que semblent montrer les modèles dynamiques, mais en fait, on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve dans les échantillons que ça, c'est vrai. On n'a pas la preuve qu'on vraiment on échantillonne le système solaire externe. Et en plus, on pense que le système solaire externe aurait dû non seulement échantillonner l'environnement local, mais on pense aussi qu'il aurait dû échantillonner aussi du matériau interstellaire. Et ça, on en a peut-être des preuves dans les mesures qui ont été faites sur place, par exemple sur Rosetta. On n'a pas fait de retour d'échantillon de la comète, mais c'est-à-dire qu'il y a eu de l'analyse in situ sur Rosetta. On a beaucoup de raisons de penser qu'il y a carrément du matériau, peut-être un peu, voire beaucoup, en fait, en réalité, on ne sait pas, de matériau interstellaire pristine, c'est-à-dire encore non altéré, qui pourrait être stocké dans le système solaire externe, mais en fait, on ne sait pas. Mais le retour d'échantillon, c'est technologiquement tellement compliqué, c'est très dur d'échantillonner une surface, qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de projet de retour d'échantillon sérieux, financé, pour ramener du retour d'échantillon dans le système solaire externe, mais il y a des projets dans les cartons. Mais ce serait un très beau résultat scientifique, mais à mon avis, si ça voit le jour, c'est pas avant peut-être 15 ou 30 ans. Les Japonais, la suite d'Hayabusa, ça serait un retour d'échantillon d'une comète. Mais de masse, parce que le Stardust, c'est des particules, je sais plus la taille, mais c'est vraiment très très petit. C'est ramener un peu l'équivalent de ce qui a été fait, c'est du système solaire externe, mais ce serait des comètes qui seraient des géocroiseurs ou qui passeraient près de la Terre. D'ici une dizaine d'années, non, Guillaume, tu connais peut-être un peu mieux que moi, parce que tu as expliqué. Donc, on n'avait pas mentionné ça non plus. Sinon, Mercure, ça serait un bel objectif. Ah oui, Mercure, ce serait extraordinaire aussi, quoi. Ça a été évoqué, ça a été pensé, on y a pensé. Mercure, c'est un peu compliqué parce qu'on est près du Soleil, il fait chaud. Il fait chaud ou froid, je veux dire. Il fait chaud et froid. Ça dépend si on reste pas longtemps. Voilà. Puis nous, à l'IPGP, on a le projet de retour d'échantillon de l'atmosphère de Vénus, qu'on a soumis à l'Agence spatiale européenne mi-mai, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui va y avoir, comme le décrivait Sébastien plus tôt, alors une phase de présélection, on aura la réponse en septembre, puis ensuite une phase de sélection, on saura qu'en 2026 si la mission est sélectionnée, mais on veut aller lancer une mission, aller vers Vénus, passer dans l'atmosphère à 110 km d'altitude, échantillonner 4 litres d'atmosphère de Vénus et les ramener sur Terre pile poil 365 jours, donc 1 an après lancement. Et pour répondre aux questions scientifiques de pourquoi Vénus et la Terre ont évolué de manière si différente alors qu'elles se sont formées dans des conditions similaires dans le système solaire, et pourquoi Vénus n'est pas du tout habitable aujourd'hui et pourquoi la Terre est habitable. Donc en mission de retour d'échantillon potentiel, pas encore financé, mais en tout cas proposé. Moi en tout cas c'est ce qui me botte le plus pour les éléments volatiles et les atmosphères. Ok, très bien. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci à nos intervenants pour ces discussions super intéressantes. Merci également à tous ceux qui ont partagé leurs questions dans le chat.
Pour rappel, vous pouvez vous inscrire gratuitement au MOOC Notre Planète sur la plateforme FunMOOC. Le lien est dans la description, dans la bio de la chaîne. Donc nous vous retrouvons le lundi 7 juillet à partir de 17h pour un nouveau live autour de la question de l'émergence de la vie sur la Terre et de la vie au fond de nos océans qui sont liés. Et on verra comment, le 7 juillet, nous serons là en présence de Bénédicte Ménez et Emmanuelle Gérard, toutes deux chercheuses à l'Institut physique de Dole de Paris, en géomicrobiologie et spécialistes de ces sujets. Donc merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir pour les questions. Merci pour les questions.